En finir avec le franc CFA, source de pillage et de servitude. Le franc des colonies françaises d'Afrique, appelé communément franc CFA, est l'outil d'un système monétaire avatar de 4 siècles d'esclavage et d'une dure colonisation. Pour la France et son concept politique colonialiste, l'Afrique n'est qu'un continent peuplé de Noirs, où la vie et le bien-être de la population n'ont pas de sens, le profit des entreprises françaises prévalant. À l'heure actuelle, l'aide publique d'un pseudo-développement est un leurre, une propagande humiliante. Voir le discours de Sarkozy à Bamako et à Dakar, cherchant à maintenir le continent noir dans une misère absolue. De jour en jour, la situation s'aggrave. Les océans et la Méditerranée charrient les corps des hommes, femmes, d'enfants africains fuyant cette misère imposée. La France, dans son cynisme, instrumentalise le Maghreb et particulièrement la communauté européenne en érigeant des murs barbelés au passage de frontières. Voir la conférence de l'Union européenne à Vichy le 4 novembre 2008. Elle organise la déstabilisation des pays qui résident à son diktat. Ou alors utilise la vieille stratégie de pyromane pompier. Elle a une monnaie qu'elle dévalue à sa guise. Au-delà de ces mécanismes, c'est tout un peuple et tout un continent qu'elle dévalue. Comme elle sait bien le faire, l'expulsion des travailleurs sans papier, des raves d'enfants à la sortie d'école, au mépris des valeurs qu'elle-même prétend incarner et transmettre au reste du monde. Que du vent, que du vent. L'alternative du peuple noir de la zone CFA, c'est la souveraineté économique et une réelle décolonisation politique. Dans la droite ligne de ses prédécesseurs, professeur Nicolas Gbagbo se digne fils du continent soutenu par la société civile en appelle aux responsables politiques africains à trouver le courage qui mettra fin à ce long processus d'asservissement. Soutien à ce jeune mouvement panafricain, mouvement pour la souveraineté économique et monétaire africain. Historiquement, voilà deux peuples qui sont ensemble, ceux d'Afrique et ceux d'Europe. Et plus précisément, pour mieux cibler, la France et l'Afrique, et plus encore l'Afrique francophone. Depuis qu'on s'est rencontrés, vous savez bien le bilan, la traite des Noirs, l'esclavage, la colonisation, maintenant c'est l'apartheid, maintenant c'est le néocolonialisme, etc. Et on est étonné de voir toujours deux peuples d'études différentes qui sont là, obligés de vivre ensemble. Vous êtes peinés, la plupart d'entre vous, de voir des enfants européens, africains qui sont obligés d'aller mourir dans les îles Canaries, etc. Alors que l'Afrique, hormis toute émotion, a quand même, dans la plus grande partie des cas, au moins 40%, sinon 50% des ressources naturelles. Pourquoi donc ces Africains meurent de faim alors qu'il suffit de jeter des boutures de manioc et ça pousse, ils mangent? C'est qu'il y a des causes qui sont non pas conjoncturelles, mais structurelles. Et comme dans la vie, il faut faire des choix, nous sommes limités par le temps. Alors, je vais juste attaquer un seul point qui va essayer de faire l'objet de notre débat. C'est le problème du franc CFA. Le franc CFA qui veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique, qui est une invention française, qui est une monnaie qui appartient à la France en dernier ressort. Je ne voudrais pas m'attarder sur l'historique, parce que je ne veux pas être passéiste,
Je voudrais simplement, à travers ce thème-là, qui est le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, comment la France d'aujourd'hui, car, comme dit son Excellence, Monsieur le Président Sarkozy, à Dakar, que la France n'est pas là, en s'adressant bien sûr à tous les Africains, que la France n'est pas là pour résoudre les problèmes de l'Afrique. La France peut aider, c'est vrai. Et je vais vous le dire. Et je dis à ceux qui ont la charge de l'informer, ceux qu'on appelle les agents de renseignement, je leur demande d'ouvrir très bien leur micro. Je suis même prêt, je voudrais même qu'ils le mettent à côté pour que ça soit bien enregistré, que je suis 1 milliard de fois d'accord avec lui quand il dit aux Africains de se prendre en charge. Parce que c'est un fait naturel. Pourquoi nous éduquons nos enfants de telle manière à ce qu'un jour ils soient indépendants? Parce que c'est la nature. La France, même si cela peut déplaire, ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde, encore moins les problèmes de l'Afrique. Ce n'est pas possible, quelle que soit la générosité de cœur. Cependant, nous demandons solennellement, quand je dis nous, je parle au nom de la jeunesse africaine, je parle au nom de ceux qui sont écartés du partage des richesses de l'Afrique. Ces Africains-là demandent une seule chose à la France, dans ce cas précis, c'est-à-dire l'ancienne puissance esclavagiste, l'ancienne puissance colonisatrice. Nous demandons aujourd'hui pour la coexistence pacifique entre les deux peuples une seule chose. Permettre, enfin je dirais même 3. Mais tout ça c'est une seule chose, c'est la liberté, mais au sens plein du terme. Ça veut dire quoi? Laisser librement aux Africains de choisir leurs propres dirigeants. Dans ce mot liberté-là, ça veut dire ne pas soutenir d'une manière ou d'une autre ceux qui vendent à vil prix les richesses africaines, qui vendent à vil prix les forces humaines africaines, lesquelles forces sont obligées de s'expatrier, avec tout ce que ça engendre comme conséquence. Nous y reviendrons. Donc cette liberté-là, pour dire qu'il y a une coopération franche, aujourd'hui il y a 2 piliers en Afrique francophone. C'est l'armée française. Parce que le dictateur, le dirigeant en question, il sait que, quel que soit ce qui peut advenir, il aura le soutien de la grande puissance. Vous l'avez vu à la télévision avec ce qui s'est passé au Togo tout récemment. Vous l'avez vu ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. Au-delà de tout ce qu'on peut vous dire, parce qu'on sait comment justifier les férocités. Donc, première chose, libérer l'Afrique en comprenant qu'en ce temps moderne, où des Africains sont venus en Europe, aux États-Unis et un peu partout, lesquels Africains aujourd'hui sont même des enseignants parmi vous, on ne peut pas continuer à gérer comme ça nos rapports. Donc il faut simplement comprendre la réalité objective et dire que bon, si nos parents, c'est ce que dit son excellent Monsieur le Président Sarkozy, si nos parents ont fait des crimes, etc., on ne va pas oublier, mais allons de l'avant. Mais pour aller de l'avant, nous disons enlever ces bases militaires. Deuxième chose que je demande, que nous demandons, enlever ce franc CFA-là, qui veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Je vais donner les informations de façon, je dirais, scientifique, pour que vous-même vous puissiez juger, car aujourd'hui on ne peut rien cacher. Le franc CFA, franc des colonies françaises, qu'on appelle, pour tout simplement maquiller la réalité et aménager la susceptibilité des francs et des Africains, le franc de la coopération financière africaine, etc. Bon, je ne rentre pas dans ces détails. Mais ça fonctionne avec des institutions et des principes. Alors, quelles sont les institutions? Alors, les institutions, je n'irai pas dans tous les détails, mais je vais relever ce qui nous intéresse. Il s'agit des banques centrales.
Et il y a ce qu'on pourrait appeler les comités de crédit. On compte 3 banques centrales, la BCEAO, la BEAC et la BCC. La BCEAO, tu veux dire Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, et la BCC, la Banque centrale des Comores, ont en commun, comme toute entreprise, ce qu'on pourrait appeler le conseil d'administration. Dans ces conseils d'administration, il y a des Français. Et ces Français ont la particularité d'avoir ce qu'on pourrait appeler le droit de veto. Encore avec votre permission, et surtout ceux qui sont avertis à la matière, je ne vais pas faire l'historique, mais encore, je dis que le franc CFA étant une invention de la France, il est tout à fait normal que la France contrôle la gestion de ce qui lui appartient. Donc, la BCEAO comment se manifeste le droit de veto? Prenons le cas de la BCC, la Banque centrale des Comores. Il y a 8 administrateurs, dont 4 Français. Je dis encore à ceux qui ont le devoir de démultiplier l'information, de bien ouvrir leur magnétophone. Parce que ce que j'ai dit ici peut se vérifier partout, à commencer par la Banque de France. Voilà. Et quand on a un certain âge comme le mien, ce n'est pas le moment où on va venir se rendre ridicule devant une odieuse assemblée que vous constituez. Voilà. Donc, quand le conseil d'administration se réunit, par exemple ici, on dit qu'il faut au minimum 5 administrateurs pour que ce conseil d'administration de la BCC se réunisse et prenne des décisions. Si l'ordre du jour n'intéresse pas la France, qu'est-ce qu'il faut? On n'a pas besoin d'être savant, il suffit de faire simplement la politique de la chaise vide et tout est bloqué pour le pays. C'est une évidence. Même chose pour la BCEAO. La BCEAO, il y a 16 administrateurs, dont 2 Français. Je parle de maintenant, parce qu'avant, 1973, c'était 16 administrateurs, dont 8 Français, et puis 8 Ivoiriens, 8 Africains. Mais on a vu que, avec le temps, eh bien, il y a des consciences noires qui vont émerger. Donc, il est indispensable de rendre aussi moins visibles que possible les Français. Ces 2 Français-là, ils ont le droit de veto. Comment? Un exemple simple. Si on veut la modification des statuts, si la BCEAO veut modifier ses propres statuts, il faut le principe de l'unanimité, c'est-à-dire qu'il faut que les 16 administrateurs soient d'accord. Or, si on ne veut pas, si la France ne veut pas que ça change, il suffit qu'un seul Français vote contre et puis le principe est bloqué. On est dans le statu quo. Même chose pour d'autres grandes décisions importantes. C'est la même chose qui se produit à la BCEAO, non, à la BEAC. Tu me poses une question? Non, vous poserez des questions après. Il faut 13 administrateurs, dont 3 Français. C'est toujours le même principe de l'unanimité. Et c'est écrit dans les statuts que la BEAC est gérée par les administrateurs et dont les 3 Français parce que la France donne la garantie de convertibilité du franc CFA hier en franc français et aujourd'hui en euros. Voilà la justification. Donc, et ils vont plus loin. Pour nommer un gouverneur de la BEAC,
Le candidat est proposé par l'État gabonais et approuvé au préalable par la France. J'ai dit, il n'y a aucun scandale à ça. Pourquoi? Parce que la logique est la même. Ce verre m'appartient. Mais je dois donner mon point de vue. Quand on veut le déchirer ou pas, c'est tout à fait normal. Ça veut dire quoi? Je m'en vais tout simplement, je m'adresse directement aux Africains qui, d'un côté, veulent l'indépendance politique et, curieusement, paradoxalement, renoncent à l'essence même de l'indépendance politique. Qu'est-ce qu'on peut faire sans l'indépendance économique? Qu'est-ce qu'on peut faire en économie sans argent? Voilà le fond du problème. Donc, c'est vrai que je m'adresse à vous, parce que je sais que vous, si vous avez les informations avec le groupe de pression, etc., les choses peuvent changer. Donc, je vais continuer à donner les informations. Donc, voilà les institutions pour simplifier. Maintenant, comme si ces institutions qui bloquent l'Afrique ne suffisaient pas, bon, alors disons un petit mot sur le comité de crédit. Et même avant d'aller plus loin, peut-être il faut rappeler pour ceux dont la formation ne leur permet pas de bien comprendre tout de suite, il faut rappeler qu'une banque centrale, c'est la banque des banques. Et c'est toujours un établissement, je dirais, public. Cette banque centrale, appelons ici Banque de France, a sous sa direction toutes ces banques, n'importe lesquelles. Appelons, je ne fais pas la publicité, Crédit Lyonnais, allez-y, Société Générale, je vous écoute. Oui? BNP, etc. Hein? Allez, le dernier? La CA, voilà. Toutes ces banques centrales et toutes ces banques commerciales où vous et moi, nous avons notre compte, eh bien, c'est coiffé par la Banque de France. Ça veut dire quoi? Si l'État, quel qu'il soit, c'est valable pour tout le monde entier, hein? Quand l'État veut injecter dans l'économie, voilà l'économie ici, ce que j'appelle le monde où vous et moi nous sommes, c'est ici nous allons partir prendre des crédits. Si l'État ne veut pas injecter, si l'État veut injecter de l'argent, appelons comme ça, parce que le mot monnaie paraît trop technique, donc élitiste, donc qui élimine. Or, ce n'est pas ça le but que je poursuis. Je cherche à informer la base, car je continue de penser que la révolution, le changement en Afrique partira de la base. Donc, si ici, on veut qu'il y ait de l'argent en circulation, la Banque de France va fixer son taux personnel qu'on appelle le taux directeur très bas. En fonction de ça, tous ces banques qu'on appelle les banques commerciales qui font du commerce, je donne un exemple fictif, va donner 4%, appelons ça taux directeur. Cette banque va se donner, admettons, 3%, eh bien on va vous facturer 7%. Si l'État veut encore qu'il y ait, que ça soit plus petit, il va diminuer son taux directeur et ainsi de suite. Vous comprenez le mécanisme. Ça n'a rien d'émotionnel. Dans le cas particulier de l'Afrique, c'est que toutes ces banques centrales sont inféodées, sont soumises à la Banque de France. Et on reviendra dessus avec les histoires et avec tout ce qu'on appelle les comptes d'opération. Donc, je disais ceci. Après ces banques centrales, et quand le conseil d'administration décide d'injecter dans l'économie... On va te soulager, non? Oh, non, non, ça va. Voilà. Ça va? Ah, c'est mieux alors? Ouais, C'est mieux? ouais. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça? Oui. Bon. Donc, quand la banque centrale... C'est trop fort. Donc... Allô? Oui. Ça va? Oui? Il faut que j'attache. Bon. Alors, c'est bon maintenant? Bien. Donc, quand le conseil d'administration
des banques centrales africaines, quand ce conseil d'administration a décidé d'injecter, par exemple, 2 millions dans l'économie, il y a les comités de crédit qui vont exécuter ça, mais dedans encore, il faut contrôler, s'assurer qu'effectivement, c'est bien 1 million ou bien 2 millions qui ont été injectés et non pas plus. Donc, à l'intérieur de ces comités de crédit, il y a des Français qu'on appelle les censeurs. Ça veut dire que depuis là-haut jusqu'au plus bas niveau, les Français sont présents. Encore une fois de plus, j'ai dit que c'est normal. C'est normal. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant des Français présents au conseil d'administration des banques centrales du Japon, des États-Unis d'Amérique, de l'Iran, de l'Irak? Non. Si ça n'est ainsi, c'est la survivance, c'est la perpétuation de l'ordre colonial qui, aujourd'hui, à l'insu du peuple français que vous êtes, continue d'atteindre les mêmes objectifs, sauf qu'on s'est adapté à la nouvelle conscience. Donc, je continue. Comme si les institutions... Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, ça veut dire, en dernier ressort, les banques centrales africaines ne peuvent pas se permettre d'injecter des quantités d'argent dans l'économie sans l'aval, sans la permission de la France. C'est ce que ça veut dire. Comme si ça ne suffisait pas, il y a 4 principes de la zone franc CFA qui viennent renforcer l'emprise de la France sur ses économies africaines. Citons-les. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler le principe de la libre convertibilité hier du franc CFA hier en franc français et aujourd'hui en euro. Alors, donc les 4 principes. Et un principe de libre convertibilité du franc CFA en euro aujourd'hui. Principe 2, le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et hier le franc français et aujourd'hui l'euro. Troisième principe, le principe de la centralisation des changes qu'on appelle communément le principe des comptes d'opération. Et enfin, le dernier principe, le principe de la libre transférabilité, des capitaux de l'Afrique vers l'Europe, de l'Afrique vers le reste du monde, si vous voulez, mais comme ça a été conçu à l'époque coloniale, c'est vers la France. Et à partir de la France, on va ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Attaquons-nous à ce principe. Le principe de la libre convertibilité, ça veut dire ceci. Hier, après la dévaluation, 100 francs CFA égale, disons, un franc français me donne 100 francs CFA. C'est ça. Ça, je peux le... bon, disons que là, ça sert dans la fixité, mais
Ça veut dire tout simplement, pour éviter un doublon, lorsque j'ai des quantités de francs CFA, je peux prendre ma valise, de façon souterraine, j'arrive en France, je passe dans une banque et on convertit ça librement, hier en francs français et aujourd'hui en euros. Mais, comme vous pouvez facilement le deviner, son inconvénient, car avant que je ne parle des inconvénients, tous ces 4 principes, là, dans la tête, on faisait comprendre aux citoyens lambda, non avertis, que tous ces principes avaient pour but de favoriser l'arrivée des capitaux français et autres pays pour mieux développer rapidement la zone franc CFA. C'était ça. Mais comme vous le savez, hein, on prêche le bien et puis dans la réalité, c'est autre chose. Donc, quand les francs CFA sont librement convertibles, quand ils arrivent ici, eh bien, ceux qui ont les sous, ils les convertissent. Conséquence logique, eh bien, c'est une légalisation de la fuite des capitaux. Vous le comprenez facilement. Pour que ceux qui ont encore le doute puissent bien comprendre. Lorsque François Mitterrand avait pris le pouvoir, les socialistes, vous vous rappelez, il y avait des sacs des capitaux qui partaient vers la Suisse. Et quand on les attrapait, on ne leur disait pas, ah, c'est une bonne chose. On arrivait à les punir. Chez nous, c'est normal. C'est un fait normal. Alors vous imaginez facilement les conséquences logiques. Quand il y a une légalisation de la fuite des capitaux, quand les capitaux désertent des pays pauvres qui en ont besoin, vous comprenez que c'est un entonnoir vide. Hein? On met de l'eau et puis ça descend. Ça veut dire que vous, les contribuables là, avec tout ce qu'on vous montre à la télévision, etc., vous prenez l'argent des poches, etc., tous ces capitaux, ils arrivent en Afrique, entre les décideurs d'ici et ceux de là-bas, et ça retourne ici. Mais les enfants africains, ou du moins les petits-enfants africains, ou du moins les arrière-petits-enfants, avant leur naissance, ils sont endettés. On vous dira que la France aide l'Afrique. Mais cette aide-là, elle retourne le lendemain. Car il y a un proverbe qui dit chez nous, le chapeau du blanc ne dure pas sur la tête. Ça veut dire quoi? Au moment où je suis actuellement au pouvoir, ici et maintenant et tout de suite, si je vois des capitaux qui arrivent dans mon service, et moi je suis le premier décideur, eh bien, je dois tout de suite les détourner à mon profit. Et je les fais partir. Et c'est justement quand on agit comme ça qu'on est un allié, le meilleur allié de la France. C'est quand on n'agit pas comme ça qu'on est mauvais. Donc celui-là, il doit faire l'objet d'un coup d'État. Ça n'engage que moi. On reviendra sur ça dans les débats. Donc vous voyez que ça c'est l'inconvénient. Maintenant, l'autre inconvénient, puisqu'on dit la France a pris la garantie de convertir librement, et ceci de façon illimitée, les francs CFA en euros maintenant, alors ça justifie, ça légitime l'intervention directe de la France dans le conseil d'administration. Voilà ce que disent les textes. Ça justifie la présence de la France au conseil d'administration. Or, comme vous le savez, la Banque centrale, c'est bien elle qui détermine, qui oriente l'économie. Donc, ça justifie l'omniprésence de la France dans la colonne vertébrale des économies africaines. Ça, c'est un des inconvénients. On pourrait multiplier plusieurs inconvénients, mais je pourrais dire par la suite que quand les capitaux, quand des CFA arrivent sur un marché européen à l'étranger et qu'ils sont surabondants, eh bien, même si on n'a pas fait l'économie, tout le monde le sait, quand l'offre d'un bien est supérieure à sa demande, entraîne que son prix baisse. Ici, on ne parle pas en termes de prix pour les monnaies, on parle du cours. Donc, le simple fait que le franc CFA est surabondant ici, alors il faut que son cours baisse. Et là,
Alors qu'on a dit, et c'est le deuxième principe, c'est le principe de la fixité des parités. On veut que, après la dévaluation, hier, 1 franc français égale toujours 100 francs CFA. Ce qui veut dire quoi? Dans le cas précis, pour qu'on soit dans l'actualité, 1 euro, qui est maintenant la monnaie française, égale 655,957 francs CFA. Ça, c'est fixe. Donc, si sur le marché des monnaies, il y a une surabondance du franc CFA et que son cours doit baisser, son prix doit baisser, c'est-à-dire, au lieu d'avoir hier, bon, prenons ce cas, pour qu'on reste dans l'actualité, 1 euro pour 1 euro, on donne 655, comme celui-là, le franc CFA a été dévalué, ou du moins ça a été déprécié, c'est un terme qu'il faut bien connaître, déprécié, au nom de la loi de l'offre et de la demande, on peut par exemple passer de 655 par exemple à, je vais exagérer peut-être, à 1200. Ça c'est le marché qui le dicte. Nous sommes à la fin de la journée, eh bien il n'y a plus d'offres, il y a de CFA que de demandes. Donc, il faut que le franc CFA soit déprécié. Comme vous le voyez, hein, vous êtes mieux placé, hein, l'euro, dollar, etc. Mais au nom du principe de la fixité, qui est un principe, alors on va demander aux Africains, ben, écoutez, l'offre de biens de votre CFA est supérieure à sa demande. Votre monnaie se déprécie. Eh bien, portez-vous acquéreur, portez-vous acheteur de votre propre monnaie. Ça veut dire quoi? Puisque je ne peux pas acheter ce verre avec un autre verre identique, je suis obligé de chercher un autre élément. Ça veut dire que le franc CFA ne pouvant pas être acheté par des francs CFA, il faut recourir à d'autres monnaies qu'on appelle les devises pour racheter les francs CFA qui sont surabondants. Voilà ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour respecter le principe de la fixité, qui est un principe intransgressible? Donc la France dit ceci. Je rappelle que la France, c'était la France coloniale, hein, dit ceci. Ben, écoutez-vous les Africains, on ne va pas tous les jours vous appeler pour venir tout le temps faire cette opération. Donc nous allons faire ces opérations d'achat ou de vente à votre place. Donc, il faut ouvrir ici en France, au Trésor public de la France, des comptes qui vont faire ces opérations, d'où le nom de compte d'opération. C'est le troisième principe. C'est ça. Et c'est dedans, on va puiser pour qu'on puisse racheter à votre nom les francs CFA contre des devises. Question essentielle. Où enlever ces devises? Eh bien, je vais répondre à cette question quand on va arriver sur ce principe. Mais, ce que j'aimerais aussi souligner, le fait qu'il y a une fixité, c'est-à-dire le franc CFA est accolé à l'euro, ça a des conséquences graves. Expliquons-nous. Premier inconvénient, parce qu'il y en a plein, hein, un seul principe, il suffit de dire à l'un de mes étudiants, il fait une thèse. Mais ici, ah mais oui, je vais donner quelques idées, vous-même vous allez comprendre. Donc, ici, on va soulever quelques inconvénients. Premier inconvénient, il y a donc pour les Africains, ils sont dans l'impossibilité de manipuler le taux de change. Je m'explique. Vous savez très bien ce qui se passe entre vous et les Américains. Ce n'est pas parce que brutalement l'économie européenne est devenue si puissante que le dollar est déprécié face à l'euro. Mais ça fait partie des techniques de protection. Alors, voici les USA, voilà l'Europe. Il y a au nom du GATT, de l'OMC, tout ça,
bon, la libre, on allait toutes les entraves, etc. Non, on sait très bien que chaque pays se protège. Donc, qu'est-ce que les Américains ont dit? Eh bien, vous pouvez entrer librement chez nous. Vous pouvez vendre librement. Mais entre-temps, depuis le 11 septembre 2001, les Américains, ayant été secoués par ce que vous savez, les attentats du 11 septembre, ils ont fait un choix, celui de privilégier la lutte contre le chômage. Donc, relancer l'économie. Question essentielle, ils ont tout simplement laissé flotter, laissé glisser leur dollar. Au point que quand les Européens arrivent avec leurs produits, là, prenons un exemple, vous avez une pomme. Votre pomme, vous la vendez 1 euro. Cette pomme arrive ici, 1 euro. Seulement, le consommateur américain, fût-il même français, qui vit aux États-Unis, il voit une pomme, c'est mis 1 euro, c'est mis même d'origine française. On va même dire, son papa est producteur de cette pomme. Mais lui, il vit aux États-Unis. Il va sur le marché, c'est mis 1 euro, mais on n'utilise pas, le citoyen américain lambda n'utilise pas l'euro. Il va utiliser le dollar. Ça fait 1,43 $. À côté se trouve une autre pomme en provenance de je ne sais de quel pays, peu importe que ce soit l'Israël, peu importe. Après avoir converti ça, c'est pomme européenne, ça c'est pomme, appelons ça pomme lambda. Elle vaut, admettons, 0,4 $. J'exagère peut-être, mais ce n'est pas grave. Même si on vous dit que vous êtes français, c'est vrai, et que c'est un de vos cousins qui vend ces pommes, quelle pomme allez-vous acheter? Eh bien, le consommateur est rationnel. Ça n'a rien d'émotionnel. Il aime la France, c'est vrai. Mais d'abord, c'était lui, c'est ça. Donc, il va acheter cette pomme-là et il va laisser la pomme européenne. Cette pomme européenne retourne ici en Europe. Du coup, les Européens viennent buter ici. Il ne faut pas vendre. On dit qu'ils ne sont pas compétitifs. C'est le grand mot savant qu'on emploie souvent. C'est de ça qu'on parle. Revenons maintenant en Afrique. Puisque c'est dans un souci pédagogique que je parle d'abord de chez vous. Comme ça, vous allez bien comprendre nos douleurs. Parce que quand c'est les autres, on dit, oh, mais ils ne connaissent pas. Mais quand ça est sur vous, vous comprenez très bien. Donc, enlevons maintenant ces pays-là et on va mettre ici la zone franc CFA qu'on appelle les pays de la zone franc CFA. Les voilà. Ou du moins, ce n'est pas là que je vais les mettre, c'est ici. C'est eux qui sont avec les Européens. Donc, les pays de la zone franc CFA, SDF, ils vont aller vendre ailleurs. Appelons ça le reste du monde. Reste du monde. Quand ils envoient leurs produits, forcément leurs produits ne sont pas compétitifs. Parce que c'est trop cher. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple concret. Voilà un pays comme la République de Côte d'Ivoire qui vend des ananas. Un ananas, on va dire que c'est égal 100 francs CFA. Il me manque de la craie, hein, s'il vous plaît. Un seul ananas égale 100 francs CFA. Quand cet ananas vient, par exemple, ici, dans un pays hors zone franc CFA, comme par exemple le Ghana, un cedi, là-bas, la monnaie qu'on appelle, c'est le cedi. Je veux supposer qu'un franc CFA égale 5 cedi. Donc, lui, on va multiplier, ça fait 500 cedi. Voilà l'ananas de Côte d'Ivoire qui arrive ici, c'est 500 cedi. À côté de l'ananas ivoirien, se trouve un autre ananas en provenance de la Guinée.
ou bien du Nigeria, etc. Après conversion, lui, il coûte 300 cedis, ou même 200 cedis, parce que ces Africains n'ont pas d'argent. Eh bien, même si je suis le plus grand patriote ivoirien, exactement votre cas, je vis au Ghana, je regarde, on dit cet ananas vient de Côte d'Ivoire, précisément de Gagnois, précisément de Todionio, mon village. Mais je ne vais pas l'acheter, exactement comme vous. Ne pouvant pas vendre leurs produits au Ghana, donc comme on dit dans la sous-région, donc entre pays du Sud, l'ananas ivoirien retourne à Côte d'Ivoire. Et ils vont aller chercher, ces Ivoiriens-là, des marchés ailleurs. Ça vient donc en Europe. C'est pourquoi, au sortir de cette conférence, allez sur le marché, vous verrez des ananas en provenance de la Côte d'Ivoire, vous verrez tous les produits agricoles, bananes, etc. Pourquoi? Il y a un autre principe qui ne dit pas son nom ici. C'est qu'il y a ce qu'on appelle les accords de Yaoundé. Après l'indépendance, je crois que c'est en 1963, qui sont devenus par la suite les accords de Lomé. Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, etc. Que disent tous ces accords? Que nous allons vous accorder, vous les Africains, un désarmement douanier. C'est-à-dire, vous pouvez faire rentrer en Europe tous vos produits agricoles, mais à la seule condition de ne pas les transformer au préalable. Ça, ce n'est pas fait par hasard. Parce que quand on transforme un produit, forcément, on dégage une richesse qu'on appelle la valeur ajoutée. Conséquence logique pour enrichir ceux qui sont là. Mais comme ce sont des colonies, et les colonies qui ont pris le nouveau nom, la néocolonie, eh bien, tout simplement, il suffit que le dirigeant qu'on appelle le président, mais qui en réalité n'est qu'un sous-préfet qui reçoit des ordres en provenance de la France, lui, il exécute. Et ce marché-là a été élargi. On a vu, il y a des Africains, ça on le sait, ce sont des Noirs, nos anciens esclaves, mais il y en a aussi dans les Caraïbes. On en a aussi dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, d'où ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. C'est-à-dire une réserve de main-d'œuvre corvéable à perpétuité. Ceux-là qui vont faire les boulots ingrats que vous voyez à la télévision là. Ils sont nus et puis ils s'en vont. Moi-même qui vous parle, j'ai des plantations de café cacao. Parce que j'étais petit, j'allais avec mon papa. On se lève à 6 h du matin. Je reviendrai dessus pour les solutions. Vous voyez? Donc, c'est ça. Pour revenir donc sur le problème des inconvénients de la fixité des parités, le deuxième élément, c'est que le franc CFA est à la remorque de l'euro. Ça veut dire quoi? Très exactement comme une femme qui attend son bébé, elle est enceinte, si elle fume, le bébé passivement fume. Prenons un exemple. Supposons que les exportations africaines sont évaluées à 1,430 milliard de dollars. J'ai fait expression des chiffres qui ne sont pas anodins. Parce que je veux convertir. Voilà la recette prévisionnelle. Si 1 euro égale 1 dollar, alors ces Africains vont recompter ça, ils vont avoir 1,430 milliard d'euros qui convertis en CFA, c'est-à-dire multiplié par 655,957, vont donner des CFA. Ça, jusque-là, on est d'accord? Ou bien c'est compliqué, vous voulez que je reprenne? Donc, jusque-là, c'est bon. Mais, H2, hypothèse 2, la réalité objective, c'est qu'au moment où nous parlons, ça c'était H1, hypothèse 1,
H2, hypothèse 2, 1 euro égale 1,43 $. Ça veut dire quoi? Nos recettes, pour les convertir en euros, il suffit simplement, même ceux qui ne sont pas forts en mathématiques, mais on va les aider, de diviser ça là par 1,43. Et on obtient, je vous écoute, 1 milliard. Du coup, ces pauvres Africains perdent immédiatement 430 millions de dollars, qui, multipliés par 655, vous donne, je vous dispense des calculs, 215 milliards de francs CFA. Ils perdent ça tout de suite. C'est le prix à payer pour avoir opté pour le colonialisme monétaire. Et ça, je suis généreux, je n'ai pris qu'un petit chiffre. Je suis généreux. Maintenant, une fois ils ont fini d'avoir la vraie recette qui est devenue 1 milliard de dollars, non, d'euros, je vous avais dit, on arrivera dessus, il faut alimenter les comptes d'opération. Il faut mettre l'argent dans les comptes d'opération qui sont au Trésor public français. Or, vous le savez très bien, le Trésor public n'est rien d'autre que l'expression financière de l'État, quel qu'il soit. Donc, ces pauvres Africains, au moment où nous parlons, déposent un certain pourcentage au Trésor public français. Je vais cacher ça pour troisième principe. Je reviendrai dessus. Mais restons toujours sur ce problème de la fixité des parités, parce qu'on a fait beaucoup de publicité pour dire que mais on sauve ces Africains, etc. Non, c'est de l'escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire on abuse du peuple, parce que le peuple n'a pas l'information. Et les quelques Africains qui ont ces informations, eh bien, ils pensent que, bon, c'est un privilège particulier, donc ils ne veulent pas livrer les informations. Ou alors, ils ont peur de mourir, parce que je sais à quoi je m'expose, je le sais. Mais c'est un choix. Donc, je continue. Troisième inconvénient, je vous avais dit que le pauvre Africain, le pauvre Ivoirien sortait donc du marché ghanéen et il venait vendre à l'Europe. Donc, du coup, il y a une exclusion des pays africains de la zone franc CFA du commerce sud-sud. Or, vous le savez très bien, seul le commerce sud-sud peut sauver ces Africains. Pour une raison simple, ça n'a rien à voir avec le protectionnisme, ce sont les mêmes moyens de production. Comment pouvez-vous rivaliser avec des pays qui ont réalisé ce qu'on appelle les économies d'échelle, comme les pays d'Europe, les pays américains? C'est en étant entre nous qu'on peut commercer. Mais ça, ce système ne permet pas. Un autre inconvénient, quand ces Africains, ils s'amusent, on dit voilà, on est intégré maintenant dans l'Union européenne parce que le marché est encore plus vaste. Mais regardons-nous les yeux dans les yeux. C'est une intégration subalterne. C'est-à-dire, comme ils sont là, mes frères et sœurs, nous sommes intégrés ici en France. Mais ce n'est pas la peine de se voiler les faces. C'est nous qui entretenons l'économie souterraine. C'est nous les sales boulots. Voilà des pays souverains qui bassement entrent dans l'Union européenne pour tout simplement être les réservoirs de la main-d'œuvre corvéable à perpétuité. Parce qu'on sait bien, aujourd'hui, il suffit d'aller dans le supermarché, les chocolats, etc., ça commence à fleurir. Mais la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial de cacao, allez-y, si vous voyez les petits Africains en train de manger du chocolat là-bas. Non, et c'est un Ivoirien qui vous parle. Donc, l'avantage que j'ai ici par rapport à certains, c'est que moi j'ai la double culture. C'est que je suis un Africain, je suis venu ici à 30 ans. Donc, je sais exactement de quoi je parle. Et en plus, j'enseigne ici. Ça fait 17 ans que je suis avec vous. Donc, je sais exactement de quoi je parle. Je ne suis pas là pour vous mentir. Donc, vous voyez bien, c'est une intégration subalterne. Ça, c'est un des inconvénients. Un autre inconvénient majeur, c'est qu'il y a ce que je pourrais appeler un renforcement de la paupérisation. Pourquoi?
Parce que, au nom des accords de Lomé, ils ne peuvent pas exporter leurs produits agricoles, même les autres produits, c'est-à-dire les ressources énergétiques, minières, minérales et agricoles, ne peuvent pas accéder à ces pays-là de l'Union européenne si ils ne remplissent pas ces conditions. Cela n'est pas transformé. Or, en ne transformant pas, c'est la paupérisation, c'est la pauvreté. Elle est structurelle et elle est négativement dynamique contre l'Afrique. Expliquons-nous. J'ai fait un petit calcul et que je vais faire avec vous. J'aimerais que c'est moi qui ai tort, parce que c'est quand même terrible. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, qui produit 1 500 000 tonnes. 1 500 000 tonnes de cacao. Oui? Pardon? Un peu plus fort. Actuellement, oui. 1 500 000 tonnes. Et dans l'état actuel, je vous parle des choses qui se passent maintenant. 300 000 tonnes de café, alors qu'avant, c'était plus que ça. Imaginons un seul instant que la Côte d'Ivoire transforme. Alors, avant d'arriver à la transformation, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité, car vous buvez bien le café ici, vous buvez aussi bien le cacao. Et quand je dis on va au tabac, enfin au café, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez eu la curiosité, d'abord avant de vous demander, combien coûte ici la tasse de café? Ici à Marseille, en moyenne, 2 €, je suis heureux. Je suis heureux parce que ça tombe sur ce que j'ai eu comme moyenne. J'ai été à Paris, un peu partout, aux Champs-Élysées, ça coûte plus cher, etc. Pardon? Non, on raisonne sur la moyenne. On raisonne sur la moyenne. Aux Champs-Élysées, c'est plus cher, un peu partout, selon les quartiers. Mais en moyenne, c'est 2 € la tasse. Une tasse égale 2 €. La question que je vous pose, lorsque vous buvez comme ça, est-ce que vous est arrivé une seule fois d'avoir la curiosité de demander au barman, quand tu mets ton café là, il y a combien de grammes qui tombent dedans? Est-ce que parmi vous, il y a une seule fois quelqu'un qui a posé cette question? Non? Bon, je vais vous donner la réponse, parce que comme c'est un problème qui me passionne, vous le voyez déjà même. Voilà. J'ai fait ça plusieurs années. Eh bien, que ça soit à Paris, dans toutes les régions, à Marseille, un peu, enfin pas à Marseille, parce que c'est la première fois que j'arrive, eh bien, on y met, vous pouvez aller vérifier, quand il fait comme ça, il tombe 8 grammes. Mais je simplifie pour mes calculs, je suis toujours généreux, remarquez-le, 10 grammes. Donc, vous voyez bien que la tasse de café ou de... Parce que le chocolat, ça coûte plus cher. Hein? La tasse égale 2 € égale 10 grammes. Alors, on va supposer que ici, c'est la poudre de cacao ou bien de café. Chaque fois qu'il pèse, pour une tasse, ça fait 10 grammes. 2 tasses, 20 grammes. Quand ça se vide, il aura vendu donc 1 kilo de poudre. Or, 1 kilo, c'est combien de grammes? 1000 grammes. Il y a des mathématiciens ici, ils vont nous aider. N'est-ce pas? Voilà. Pardon? Ça, au moins, tout le monde peut trouver. 1 kilo égale 1000 grammes. Ce qui veut dire que quand il aura vidé ça, quand il l'aura vendu, il aura vendu combien de tasses? Eh bien, c'est simple. Nombre de tasses égale à quoi? Je vous écoute. Égale 1000 grammes divisé par 10 grammes. Mathématiquement, on simplifie les grammes. Oui. Et il nous reste, ça égale 100 tasses. Oui, parce que ce sont des êtres mathématiques différents, la tasse et les grammes. Donc, il faut les éliminer tout de suite pour être à l'aise. Voilà. Donc, il aura vendu 100 tasses. Ça correspond à combien de recettes? 200. C'est-à-dire le kilo, il aura vendu à 200 €. Donc, recette égale, ou bien, admettons, prix de vente égale 200 € par kilo.
question essentielle, à combien l'Europe, quand je dis bien l'Europe, ce n'est pas le barman, lui n'a rien à voir, l'Europe a-t-elle acheté 1 kilo de café ou de cacao? Eh bien, je vous donne la réponse. C'est 500 francs CFA, c'est-à-dire 5 francs français, c'est-à-dire 0,7 € le kilo. Vous me suivez? Seulement, ça ne serait pas intellectuellement honnête de dire il gagne 200 moins 0,8. Non. Il faut dire, puisque, parce que là-bas, c'est la fève de cacao, qui est achetée comme, non, ce qu'on appelle la cerise, qu'il a acheté comme ça. Donc, il faut maintenant dire, eh bien, 1 kilo de cacao fève. Allons doucement, je sais pourquoi je dis ça. A de fève égale à combien de kilogrammes de poudre? Si on transforme en poudre, ça donne quoi? Eh bien, la réponse est la suivante, on l'appelle la mélasse. C'est que, en transformant en poudre, ça perd 20%. Vous me suivez? C'est-à-dire, si vous avez 1 kilo de fève, que vous écrasez pour obtenir la poudre, ça donne non pas 1 kilo, mais 800 grammes. C'est clair? Puisqu'on perd 20%. Donc, pour le café, la réponse est la suivante. C'est que pour 1 kilo de cerises, café, non décortiqué, si vous transformez en poudre, il perd 30%. Ça va? Donc, ça veut dire quoi? Pour que tous ces bonnes âmes que vous êtes, vous puissiez voir la réalité objective, c'est que si je fais mon calcul de cacao, c'est qu'un cacao, je vais aller plus vite, le cacao 1 500 000 tonnes de fèves va me donner, en multipliant par, comment on appelle, 0,8, ça me donne 1 200 000 tonnes de poudre. On est d'accord? Même chose pour cacao, café, ça me donne combien? Ceux qui sont forts en maths, ça me donne 210 000, c'est-à-dire 300 000 multiplié par 0,7. Pourquoi 0,7? 0,7 ce n'est rien d'autre que 70%. Donc ça me donne 210. Tout ça, c'est en poudre. Donc, pour simplifier les choses, je me dis, si la Côte d'Ivoire transformait tout son café cacao, on aura au total 1 200 000 plus 210 000, ça me donnerait 1 million, combien? 410 000. On est d'accord? Voilà. 1 410 000 tonnes de café cacao poudre. Très bien. Maintenant, puisque vous savez maintenant ça, et que je sais qu'en moyenne, ça se vend à 200, en moyenne, ça se vend à 200 €. Donc, je veux savoir